Bonjour à tous. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées de participer à ce webinaire aujourd'hui sur le sujet de la révision comptable, du dossier de révision comptable dans Cogilog. Je suis Pascal Malingue, le directeur de Cogilog, et je suis ravi aujourd'hui de venir vous présenter notre nouvelle solution pour le dossier de révision. Ça fonctionne bien. Euh, C'était un sujet attendu de longue date et donc je suis très heureux de vous montrer ça aujourd'hui. Alors, peut-être quelques mots pour démarrer. Il y aura quelques slides et ensuite pas mal de temps dans le dossier de révision pour vous montrer le principe de fonctionnement et l'illustration d'un certain nombre de contrôles que l'on propose. Et puis, en fin de séance, une phase de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat en bas à droite de votre écran pour poser les questions. Vous pouvez les poser au fil de l'eau, les questions, et je les adresserai plutôt à la fin du webinaire, en fin de présentation. Quelques mots sur la révision. Enfin, je pense que si vous vous connectez, vous connaissez le sujet de cet examen pour vérifier les comptes en fin d'année. Il y a une approche par compte et une approche par cycle pour la réalisation de la révision. Nous, côté Cogilog, on a pris le parti de suivre la liste des contrôles proposés par le Conseil de l'Ordre des experts comptables par cycle. Et on va vous montrer comment est-ce que cela se présente. La logique de la solution de révision que l'on a conçue consiste à remonter l'ensemble des informations pour assurer un premier contrôle qu'on va appeler un pré-contrôle de notre côté. Le pré-contrôle, c'est le contrôle automatique, la vérification de deux informations. Et à ce pré-contrôle s'ajoute systématiquement un contrôle humain de votre part pour vérifier ou non que l'alerte, l'anomalie ou le OK qui est sorti par le pré-contrôle est bon. Donc, vraiment un passage en deux étapes, le calcul automatique et la validation par l'humain derrière. La logique de la révision, la logique que l'on a adoptée pour concevoir ce dossier de révision a été de s'appuyer sur le logiciel Cogilog Compta pour rajouter un nouvel export de toutes les données de révision et en allant puiser dans Cogilog Compta les données de l'entreprise qui vont provenir des autres logiciels de la suite Cogilog. Par exemple, pour le cycle des immobilisations, on va aller comparer des données qui viennent des IMO avec des données qui viennent de la compta. Pour le cycle social, on va les comparer avec la paye. Ou en fiscalité, on va comparer ce qui a été transmis en TVA, en EDI TVA, donc Cogiloc TVA, avec ce qui est comptabilisé. Tout ça, c'est centralisé dans Cogiloc Compta dans un entrepôt de données et c'est exporté sous la forme d'un dossier data, un petit peu comme le dossier data de la plaquette pour ceux qui utilisent la plaquette. Et ensuite, il y a une présentation de ces contrôles dans un formulaire Excel avec tout un tas d'options euh, que je vais vous présenter. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un nouvel écran dans Cogilog Compta qui permet de sélectionner quelles sont les données à réviser. On va voir ça un petit peu plus précisément dans la démo. Et on génère ces données-là dans un onglet Data pour un fichier Excel. Ensuite, il y aura une phase, une fois qu'on a collé les données dans le fichier Excel, on aura une phase cycle par cycle où on va sélectionner quels sont les contrôles applicables. Puisque, vous le verrez, il y a une longue liste de contrôles en fonction de la nature du dossier ou des risques de dossier. Ce ne sont pas forcément les mêmes types de contrôles qu'il vous faut appliquer. Et ce que l'on a prévu, c'est de pouvoir sélectionner en masse tout un cycle de contrôle ou alors spécifiquement au sein d'un cycle de sélectionner tel ou tel contrôle qui vont être applicables. Et c'est uniquement ces contrôles qui vont être ensuite affichés et contrôlés. Et pour chacun de ces contrôles, il y a des paramètres du contrôle. Par exemple, dans le premier exemple qu'on va voir, qui est les contrôles préliminaires, où on fait un petit récapitulatif des données NN-1, on va mettre, en fonction de la taille du dossier, quels sont les seuils significatifs qui doivent nous alerter en euros ou en pourcentage. Si on est sur une entreprise qui est en croissance ou en décroissance,
forcément, c'est logique que les variations des postes du bilan ou du résultat sont plus importantes que sur une entreprise qui a une activité très stable d'une année sur l'autre. Donc, vous le verrez, pour chacun des contrôles, il y a un certain nombre de critères de sensibilité du contrôle pour savoir si on doit être alerté sur des seuils très, très fins ou si on tolère plus de flexibilité en fonction du dossier. Et une fois qu'on a renseigné finalement ces options, en fonction du profil de risque du dossier, on va pouvoir avoir un tableau de bord qu'on a appelé le dossier de contrôle annuel, où on va présenter la liste des contrôles qui sont souhaités. Donc là, je suis toujours sur l'étape des contrôles préliminaires, et on va avoir 2 colonnes, le pré-contrôle et le contrôle. Et ensuite, pour aller renseigner le contrôle, on va aller cliquer sur ce contrôle-là et aller spécifiquement sur ce contrôle-là. Là, en l'occurrence, c'est contrôler le contrôle des comptes 471, vérifier qu'ils sont soldés. En l'occurrence, ce contrôle-là, vous voyez, on a un compte 471 qui n'est pas soldé. Donc, le pré-contrôle est NOK, est en rouge, qui indique que ça ne va pas. Et c'est là ensuite où vous allez rentrer dans le sujet. Il y a le pré-contrôle qui va être fait automatiquement pour dire qu'il y a une alerte sur ce compte-là. Le collaborateur qui assure la révision va indiquer le statut du contrôle, le contrôle manuel, s'il est OK ou non OK. Puis ensuite, il y a des informations complémentaires que je vous présenterai. Une indication visuelle avec un petit point d'exclamation lorsqu'il y a une mise à jour de la donnée par rapport à la précédente version des contrôles, la possibilité de mettre des commentaires, la possibilité de relancer le calcul et une petite flèche de retour arrière pour retourner au sommaire. Une fois qu'on a réalisé tous les contrôles, du coup, on peut terminer le cycle grâce au contrôle manuel, et le statut global du cycle va changer de couleur dès lors que tous les contrôles applicables sont notés OK. Et on peut passer du coup au cycle suivant. Et on peut à tout moment avoir la vision globale de l'ensemble du process de contrôle. Là, on voit que dans mon exemple, j'ai mes 4 premiers cycles qui sont verts, les stocks aussi, mais les autres cycles sont encore en cours. Voilà pour cette petite introduction sur le principe de fonctionnement. Ce que je vous propose, c'est de basculer directement dans la démo qui va être tout de suite beaucoup plus concrète. Alors pour cela, on va rentrer dans notre logiciel de comptabilité préféré, Cogilog Compta, dans lequel on trouve un nouveau menu qui s'appelle Révision. Préparer le dossier de révision. Comment est-ce que ça se présente? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de mots. OK. Préparer le dossier de révision. On va, lorsqu'on prépare le dossier de révision, on a cette fenêtre-là qui s'affiche. On va d'abord sélectionner l'exercice sur lequel on souhaite faire la révision. Donc là, je vais faire la révision sur l'exercice 2023. On a un petit menu pour sélectionner l'alias de l'exercice précédent. Alors, pourquoi l'alias de l'exercice précédent? Parce qu'il y a un des contrôles, les contrôles d'initialisation du démarrage, où on vérifie que les à nouveaux sont justes. Et donc, pour vérifier les à nouveaux, on vérifie les à nouveaux en N versus la balance de N-1 en comptabilité. Et on vérifie aussi les à nouveaux de N par rapport à la balance telle qu'elle a été déclarée dans l'alias fiscal. Quand il n'y a qu'une seule liasse fiscale, pas de problème. Il peut arriver que sur certains dossiers, vous ayez plusieurs liasses fiscales pour un même exercice. Et là, on va vous demander, quand il y en a plusieurs, de sélectionner la liasse fiscale applicable pour réaliser l'export. Et ensuite, on a 2 options. Soit créer un nouveau dossier de révision à partir du modèle générique de Cogilog, soit simplement copier les données pour mettre à jour le modèle de révision. Et ensuite, on a 2 modèles qui sont proposés, soit le modèle complet qu'on appelle le modèle fin d'exercice, soit un modèle plus simple en cours d'exercice pour simplement une révision de comptabilité de TVA mensuelle, par exemple. Alors, là, je vais faire les choses comme si je lançais du coup une nouvelle révision fin d'exercice. Ça va du coup me générer un nouveau fichier.
que je vais enregistrer sur le bureau. Il y a un petit peu de temps de chargement à l'ouverture. Et là, ça compile en fait l'ensemble des informations qui vont venir du dossier de comptabilité, d'immobilisation, de l'IAS, de TVA, de paye, pour générer ce fichier-là. Là, il est en train de le générer et de l'ouvrir. On va faire activer. Ce qui est assez intéressant, c'est que le dossier soit gros ou petit en termes de volume d'écriture. On l'a testé jusqu'à 200 000 écritures annuelles. Les temps de réponse sont les mêmes. Donc, le fichier de révision s'est ouvert et on procède comme pour la plaquette en faisant coller pour coller toutes les données qui proviennent de notre dossier de révision. Les données sont bien collées. On va pouvoir avancer sur la sélection des contrôles. Alors, le tableau de sélection, il est ici. Vous voyez, c'est celui que l'on voyait tout à l'heure. On a d'abord la partie des contrôles préalables. Ensuite, le cycle de trésorerie avec les contrôles applicables sur la banque, la caisse, les emprunts. Le cycle fournisseur avec tout un tas de contrôles sur ce cycle-là que je vous présenterai aussi. Un cycle sur les immobilisations avec un certain nombre de contrôles à sélectionner. Le cycle des clients, des stocks, du personnel, le cycle état sur les contrôles de TVA et d'IS, et puis des contrôles de capitaux propres et d'autres comptes. Alors, on va commencer par le début déjà pour bien comprendre la mécanique. On est ici sur les contrôles préalables, le premier cycle, où on peut soit sélectionner, dire qu'il n'y a que ce contrôle-là qu'on veut faire, soit dire que tous ces contrôles préalables, ils sont intéressants. Donc, on sélectionne d'un coup toute la liste des contrôles préalables. Ça a fait apparaître des onglets qui correspondent au contrôle que l'on a sélectionné. Et grâce à ce petit bouton, on va lancer l'application des contrôles sur ces onglets. On a sélectionné des seuils en valeur, là, à 300 000 € et 25% de différence. Et puis, on peut aussi parfois, on verra sur le contrôle. Donc, par exemple, comparer les variations n-1 par classe de compte. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, il nous dit le pré-contrôle, il est OK. C'est plutôt une bonne chose. On va cliquer dessus. Et on a ici, du coup, la liste des comptes, des racines de comptes à 2 chiffres, et les données de n, les données de n-1, les variations en euros, les variations en pourcentage, et il nous dit si le pré-contrôle est OK. Là, tout est OK, donc on peut dire que ça nous convient. Quand ça nous convient, si on vient au récap ici, on voit que ce cycle-là est bon. On va aller au suivant, par exemple. Là, c'est le détail de tous les comptes nn-1 de la balance avec les variations. On voit que tout est bon aussi. C'est assez visuel, hein, donc on peut mettre OK. On retourne à notre contrôle annuel. Il y a certains contrôles pour lesquels on a suivi on va dire la structure des contrôles recommandés par l'ordre, mais pour lequel il n'y a pas de contrôle, on va dire, financier qui proviennent des données comptables. Donc là, parfois, c'est simplement de dire si le contrôle est applicable et si le résultat est bon. S'assurer de la conformité, alors ça c'est un contrôle important, s'assurer de la conformité entre le bilan d'ouverture N et le bilan de clôture N-1. Donc là, c'était le commentaire que je vous disais tout à l'heure sur les données qui proviennent de l'alias fiscal. On va ici avoir un compte avec un solde qui provient de la comptabilité en N-1, un solde pour ce compte-là qui provient de l'alias en N-1 et le report à nouveau. Donc là, il nous dit que tout est OK, c'est très bien. Forcément, s'il y a un écart ici, ça peut vouloir dire qu'on n'a pas assez des écritures comptables après avoir fait l'alias. En tout cas, ça peut nous alerter sur un risque d'erreur. Là, tout est OK, donc pareil, on le passe en OK. Et on a ici le petit bouton qui nous permet de revenir au sommaire. On voit que sur cette catégorie de contrôle,
tout est OK. Donc, le contrôle général est passé au vert. Il y avait mon contrôle sur vérifier que les comptes 471 sont bien soldés. Effectivement, là, je vois qu'il n'y a plus aucun, que le solde du compte est à zéro. Donc tout est bon. Je l'avais préparé avant. C'est OK. On voit un petit peu la logique. Et on peut passer, du coup, au cycle suivant. Donc, par exemple, le cycle suivant, ça va être le cycle trésorerie-financement. Vérifier que... bon, allez, on va tout cocher. Euh, on va tout cocher. Vérifier que les comptes de virement interne sont soldés. On peut, par exemple, autoriser une tolérance à dire que s'il reste 15 centimes sur le compte 58, ce n'est pas forcément très grave. D'où les cases de réglage, de configuration qui vous permettent de passer les contrôles, avec une certaine tolérance. Donc là, on va aller voir ce que ça donne sur... On va masquer les contrôles initiaux. On va voir ce que ça donne sur le cycle trésorerie. Alors, vérifier que les comptes 58 sont soldés. Effectivement, il y a bien un compte de compensation. Il est soldé. Donc là, on peut dire que le contrôle est OK. On revient en arrière. Contrôler l'état de rapprochement bancaire du mois de clôture. Attention, qu'est-ce qui se passe? Ah, ici, on voit qu'on a deux comptes bancaires. En fait, ça, c'est un tableau qui reproduit l'état de rapprochement bancaire tel qu'il existe pour l'ensemble de vos comptes, euh, de vos comptes 512 dans Cogilog Compta. Donc, il va prendre pour la dernière référence de pointage le total pointé, la liste des opérations qui sont non pointées et le total des comptes non pointés. Donc là, en l'occurrence, j'ai un compte de 10 000 euros qui est non pointé au 31-12 avec la référence 2023-12, et d'où le fait que le contrôle soit non OK. Donc là, ce qu'il est probable qu'il faille faire, c'est aller dans la compta, mettre à jour le pointage, l'enregistrer et réexporter les données. On peut même essayer de le faire en live. Alors, on va aller écriture, rechercher de l'écriture. C'est une écriture de 2023. Et ben, on va aller sur ce compte-là, en fait, on va pointer. Voilà. Et en fait, si on doit rejouer les données, on va faire préparer le dossier de révision. Et cette fois-ci, on va modifier un dossier de révision existant, simplement pour mettre à jour les données. OK. Les données, elles sont là dans le presse-papier. On retourne ici. On recolle. Et on retourne ici. Et on rejoue le calcul. Et on voit que maintenant, notre compte de 10 000 euros sur le compte 512-140 a été pointé. Et donc, ce contrôle est désormais OK. On voit qu'en termes de mise à jour, hein, c'est assez facile de mettre à jour les données dès lors qu'on les modifie en compta. On revient au sommaire. Ah oui, on a dit que c'était OK, donc on peut dire que tout est bon. On revient ici. Et notre contrôle numéro 2, il est bon. Et vous allez voir que c'est vraiment cette logique-là qu'on va vraiment appliquer sur l'ensemble des contrôles. Alors, contrôler le dénouement des opérations significatives dont l'ancienneté est supérieure à un mois. Là, on y va. On a celle-ci qu'on n'avait pas mis à jour, mais maintenant, on est bon. On retourne ici. Contrôler, enregistrer les agios. Voilà, on peut aller sur chaque compte. Voilà, là c'est bon, il n'y a rien du tout. Bon, il y a un petit NA, c'est l'effet démo, sinon ce ne serait pas une vraie démo. Ensuite, si la comptabilité est traitée sur relevé bancaire, collecter la liste des chèques. Donc pareil, là il va nous dire qu'il y a un chèque sur le compte 511 200 qui est là. Donc on peut dire que c'est normal puisque l'écriture elle date du 28 décembre, donc c'est normal qu'il n'ait pas encore été encaissé.
On peut mettre le contrôle OK et on revient ici et c'est OK. Pareil, il va y avoir des contrôles sur les comptes. Là, je passe peut-être un petit peu plus vite parce que c'est peut-être un petit peu moins fréquent. Non, il y a des contrôles intéressants sur la caisse. Donc, vérifier la concordance du solde de caisse avec la clôture du relevé physique. Là, c'est une action individuelle. Ensuite, vérifier la concordance du solde de caisse avec le brouillard de caisse. Là, j'en ai pas sur ce compte-là, mais on va vérifier s'il y a des écritures entre un compte 53 et un autre compte de classe 1 au cours du premier mois qui suit la clôture de l'exercice. Et puis, ça c'est intéressant, contrôler par épreuve l'absence de solde créditeur au cours de l'exercice si les opérations en caisse sont significatives. Oui, là, c'est une action aussi assez manuelle. Ensuite, on va avoir des contrôles sur les valeurs mobilières de placement. J'ai un petit peu oublié, on va vérifier, rapprocher sur les comptes 50. Bon, là, j'en ai pas dans ma démo. Et puis, sur les emprunts, on va rapprocher les soldes avec les tableaux d'amortissement. Là, simplement, on va vous afficher, j'en ai pas non plus dans cette démo-là, sur cette base-là. On va regarder les comptes 16 et les comptes d'intérêt 661. Et là, charge à vous de vérifier que ça correspond bien à ce qu'il y a sur le tableau d'amortissement fourni par la banque. Voilà pour la partie, sur la partie financement. Je vais avancer sur quelques autres. Alors, un gros sujet. Qu'est-ce que j'ai fait? Un gros sujet, pardon, sur la partie client. Un fournisseur d'abord. Je retourne dans le paramétrage pour me simplifier la vie. Voilà. Alors, les fournisseurs, là, il commence à y avoir pas mal de critères de customisation. Premièrement, on va pouvoir faire une sélection ou un rapprochement pour un certain nombre de fournisseurs. Alors, on va pouvoir sélectionner quel est le nombre de fournisseurs à vérifier, pour lequel on a reçu des circularisations, par exemple, sur lequel on va faire des contrôles. Là, j'en ai mis 5, mais on peut en sélectionner davantage. Mettons qu'on va faire. On va regarder ces premiers contrôles-là. Alors, du coup, j'en ai mis 5, donc il m'en affiche 5. J'ai déjà un petit peu pré-rempli. Du coup, comment ça se présente? Vous sélectionnez ici le code comptable du fournisseur. Alors là, je n'ai pas mis à jour les données, donc je les mets à jour. Et là, il y a pas mal d'informations qui peuvent être affichées. À savoir qu'on peut n'afficher que les comptes non lettrés à la date de clôture pour ce fournisseur. Ensuite, on peut sélectionner, si on le souhaite, l'affichage de tous les comptes, enfin toutes les écritures lettrées ou non lettrées pour ce même fournisseur. On met à jour, et là, on va voir le détail de toutes les écritures et le code de lettrage, ce qui peut aider pour faire le rapprochement. Et puis, on peut, lorsqu'on a reçu les circularisations, on a ce petit bouton-là qui nous permet d'afficher et d'importer les données que l'on a reçues de la part du fournisseur. Si on souhaite faire la comparaison entre les données comptabilisées et celles reçues du fournisseur. Alors, je vais aller sur un autre fournisseur sur lequel j'ai un exemple. Je crois que c'est celui-ci. Alors, je vais mettre à jour les données à partir de la compta. Et là, j'ai un extrait de compte reçu du fournisseur. Alors, il est comme ça, mon extrait de compte. Alors, attendez. Je vais l'ouvrir dans un tableau. Il est comme ça, l'extrait de compte qu'on a reçu du fournisseur. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir copier toutes les données reçues du fournisseur. Ce qui nous intéresse, par exemple, ça va être le numéro de facture. Donc là, je copie ici, de la même manière, les numéros de facture, le débit, le crédit, le code de lettrage. Et en fait, on a ici un contrôle ici qui s'appelle précircularisation qui va vérifier et rechercher une concordance entre ces informations-là.
pour vous aider à dire, bah, cet numéro de facture-là, je le retrouve bien dans ce libellé-là, ce numéro de facture-là, je le retrouve bien ici. Dans tous les cas, vous avez la possibilité vous-même de le faire manuellement au travers d'un numéro d'écriture. Ici, on a un numéro d'écriture tel qu'il est rattaché, ressorti de Cogilog Compta. Donc, vous pouvez dire, dans ce que j'ai importé du fournisseur, bah ça correspond à la 2, ça correspond à la 3, ça correspond à la 4. Mais il y a un petit algorithme qui va quand même aller comparer tout ce qu'il peut comparer pour aider à faciliter le rapprochement, principalement. Dès lors qu'il trouve un numéro de facture dans le libellé ou dans la pièce qui correspond à un numéro de facture dans le libellé ou dans la pièce que vous avez comptabilisé, ça va vous aider à faire ce rapprochement entre ce qui a été déclaré par le fournisseur dans le cadre d'un travail de circularisation et ce que vous avez, vous, comptabilisé. Après, vous n'avez pas l'obligation de le faire, d'où ces petits boutons, d'où ces petits boutons. Ce qui est intéressant aussi, vous verrez, à chaque fois que vous avez une écriture, l'affichage d'une écriture qui provient du logiciel de compta Cogilog, on a ajouté la colonne lien. Pour ceux qui connaissent cette fonctionnalité, dans Cogilog Compta, vous avez la possibilité pour certaines écritures, je vais aller sur le compte, vous avez la possibilité pour certaines écritures d'utiliser ce petit bouton et de rattacher une pièce justificative à une écriture. Dans Cogilog Compta, si vous cliquez là, ça rouvre vers un lien. Et si vous cliquez là, hop, ça rouvre vers une facture, par exemple, qui est enregistrée sur une GED en ligne. Et bien, cette information, on l'a conservée dans l'outil de révision. Et donc, dès lors qu'il y a une pièce jointe qui est rattachée à l'écriture comptable qui vient de Cogilog Compta, on l'a rapatriée ici. Et donc, on peut cliquer sur le petit lien pour aller réouvrir la facture justificative qu'on a stockée en comptabilité. Donc là aussi, c'est pour aider à la meilleure piste d'audit possible dès lors que l'information est stockée dans le logiciel de compta. Je retourne au sommaire et puis je continue sur la partie fournisseur pour montrer un petit peu ce que l'on a. Justifier ou contrôler les comptes fournisseurs, je vais tous les cocher. Je vais tous les cocher et je vais tous les calculer. Alors, excusez-moi. Là, ce cycle-là, fournisseur, il est un peu plus long avec un peu plus de contrôle. Donc, parfois, le lancement du calcul peut prendre un peu plus de temps. L'intérêt qu'il y ait un bouton pour lancer les calculs automatiques, c'est ce qui rend ce tableau de travail utilisable en fait au quotidien. Il y a un certain nombre de formules, mais il n'y a pas non plus des millions de formules. Il relance les calculs grâce à ce bouton. Donc là, j'ai appliqué l'ensemble des contrôles sur le cycle des fournisseurs. Donc on peut aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Justifier les comptes fournisseurs débiteurs significatifs. Bon, il y en a un. On n'a pas reçu la facture, donc on va le mettre quand même en OK. Et on peut mettre un petit commentaire. Facture en attente. Voilà. Contrôler par épreuve le dénouement des effets à payer. Bon, bah, là, il n'y en a pas. J'aurais pu mettre OK. Voilà. S'assurer de la correcte comptabilisation des fournisseurs d'IMO, des avancées à compte et la non-compensation débiteurs-créditeurs. Donc là, on va regarder ce compte-là, le compte 400-900. On a un deuxième contrôle qui est juste derrière, me semble-t-il. Ah oui, la non-compensation débiteur-créditeur. Là, on recherche la possibilité d'avoir des écritures sur lesquelles il y aurait dans la même écriture un compte de classe 40 et 41 pour éviter qu'on solde un client et un fournisseur dans la même écriture. S'assurer et enregistrer les factures non parvenues. Bon, ben, j'en ai pas ici, mais ça reprend tous les comptes 408, 409, 800.
chaque fois, ça nous les restitue. S'assurer de la cohérence du ratio crédit fournisseur. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour cela? On affiche l'ensemble des fournisseurs et on va regarder en N et N-1 le solde de ces comptes-là, le total des mouvements sur l'année sur ces comptes-là et calculer finalement un ratio solde créditeur sur mouvement créditeur. Et on a mis un seuil à définir en configuration, le nombre de jours de dette fournisseur. Donc, par exemple, on va regarder ce fournisseur-là, par exemple, Bouygues, bah, on a une facturation annuelle de 298 euros, une dette fournisseur de 15 euros en fin d'année, ça représente 18 jours, donc il passe en OK. Et à l'inverse, là, on a deux fournisseurs qui sont non OK, donc qui ressortent en rouge. Charge à vous ensuite de dire si c'est OK ou non OK. Trésorerie compta de trésorerie, examiner la procédure de classement. Là, on regarde l'ensemble des comptes 401 qui ne sont pas lettrés à la date de réalisation de, de la révision. Ensuite, achats et charges externes, bah là, on a d'autres contrôles, identifier les variations NN-1 en vue de détecter les éventuelles anomalies. Donc là, on reprend des données d'ailleurs qu'on a déjà présentées dans le premier contrôle initial. Tac, crédit bail, je ne dois pas en avoir, c'est pour ça qu'il met du NA. Loyer, contrôler la cohérence des soldes et vérifier les contrats. Donc là, on affiche l'ensemble des loyers pour cette société-là. On a la possibilité de mettre un seuil un seuil significatif pour savoir si le pré-contrôle est OK ou non OK. Là, on voit que les loyers sont cohérents et ont l'air corrects. On met OK, on revient. Et on continue le cycle comme ça sur les assurances, les achats, avec parfois des sous-comptes, commissions et honoraires. On va aller voir le détail. Bah, ça tombe bien, il n'y en a pas. Donc, tout est OK. J'avance un petit peu hein, parce que l'heure tourne. On va dire que tous les contrôles sont validés. Dans ces cas-là, le cycle fournisseur est OK. Sinon, il reste en non OK. Je poursuis ma révision sur le cycle des immobilisations. Là, on va avoir pas mal de contrôles entre Cogilog Immo et Cogilog Compta. Donc, j'ai sélectionné tous les contrôles. Je lance l'application de ces contrôles. Et donc, ça va me proposer. Ben, on va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais ranger les contrôles d'IMO. Voilà. Donc là, on passe au contrôle d'IMO. Contrôler le rapprochement entre la comptabilité et l'état des immobilisations. Donc, par état d'immobilisation, on entend la liste des IMO dans Cogilog IMO. On y va et on voit que on a un fonds commercial, par exemple, qui est comptabilisé en compta, mais qui n'est pas en immobilisation. On a certaines IMO où ça match et puis d'autres où ça ne matche pas. Donc, visiblement, il y a des problèmes à aller vérifier au préalable, avec toujours un seuil de tolérance pour se dire que s'il y a un écart inférieur à un certain seuil, on peut le tolérer. On va faire la même chose pour les amortissements. J'imagine que si la base IMO n'est pas bonne, les amortissements ne sont pas bons. Contrôler par épreuve les acquisitions enregistrées avec les factures correspondantes. Donc là, on peut voir la facture d'achat au cours l'écriture d'achat au cours de l'année. Si on a enregistré la facture, on peut la conserver ici et la voir grâce au lien qui est proposé. S'assurer de la permanence des méthodes sur les immobilisations entrées au cours de l'exercice. Donc là, on ne regarde que les nouvelles immobilisations entrées et on va vérifier qu'on a appliqué la règle en termes de durée d'amortissement et de méthode d'amortissement. On a appliqué pour cet IMO la règle de la famille. Là, en l'occurrence, c'était pour faire des tests. Donc, on voit qu'on a une IMO qui est amortie en linéaire sur une famille qui devait être amortie en dégressif, donc c'est pas bon. Là, on a une IMO qui est amortie sur 5 ans, alors que la règle pour sa famille, c'est 10 ans. Donc, c'est pas bon non plus.
Euh, Recenser ou enregistrer la production immobilisée. Bah là, c'est simplement une extraction du compte 72 avec la possibilité de mettre des commentaires. Collecter les taux d'amortissement applicables et les amortissements calculés. Là, finalement, on va reprendre l'ensemble des immobilisations telles euh, qu'elles sont générées dans l'état des immobilisations et recalculer l'amortissement pour vérifier qu'on tombe sur le même montant que celui qui sort du logiciel. S'il y a des pertes de valeur, des plus ou moins values de cession, on les affiche aussi ici et on les contrôle sur les immobilisations financières. Et en cas de sortie d'immobilisation, recenser, qu'est-ce qu'il nous fait? Bah, il nous contrôle aussi ouais, les plus ou moins values qui viennent du logiciel Cogilog Immo et il les compare au solde dans le logiciel de comptabilité pour vérifier qu'on a bien comptabilisé d'éventuelles plus-values de sortie. Voilà pour le cycle des IMO. On peut passer au cycle des clients. Alors, le cycle des clients, il est assez comparable au cycle des fournisseurs, hein. On va avoir un contrôle pour s'assurer de la prise en compte de la méthode de reconnaissance du chiffre d'affaires. Pour les clients, il y a exactement la même logique que pour les fournisseurs. On va sélectionner, euh, on va sélectionner un ou plusieurs clients. Là, j'en ai mis deux en l'occurrence. Et pour chaque fiche client, ben, on va pouvoir vérifier, enfin, pour chaque compte client, on va pouvoir vérifier soit le détail, soit la synthèse. Là, on va regarder les écritures qui sont non lettrées uniquement pour ce client-là, par exemple. Voilà, et pouvoir mettre éventuellement un commentaire. Et ensuite, on a le même type de contrôle que ceux qu'on a vus pour les fournisseurs, à savoir justifier les comptes clients significatifs, vérifier le dénouement sur l'exercice suivant des comptes clients, sur les créances douteuses aussi, collecter les produits constatés d'avance, le même type de produit, on va tous les cocher. Voilà, et donc on peut voir ce que ça donne. Par exemple, contrôler la cohérence du ratio, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on a vu sur les fournisseurs, sauf côté client, quoi. L'heure tourne, donc je continue à passer, à avancer pour garder un peu de temps pour les questions. Euh, Sur les stocks, on a là aussi un certain nombre de contrôles qui sont proposés. Et c'est là où c'est intéressant dans le sens où si vous avez un dossier sur lequel il n'y a pas du tout de négoce de marchandises et que le cycle stock n'est pas intéressant, ben, vous cochez rien et vous passez directement au suivant, quoi. Mais sinon, vous avez la possibilité de apprécier les différences avec N-1, prendre connaissance. On va tous les cocher. On va voir les tableaux qui sont proposés, hein, pour les stocks. Ben voilà, ouvrir l'état récapitulatif des stocks. Peut-être pas le bon contrôle qui est mis, mais apprécier les différences avec un N-1, prendre connaissance des méthodes de valorisation, s'assurer de la cohérence de la vraisemblance de la marge. Alors, qu'est-ce qu'il fait sur celui-ci? Voilà, ça c'est aussi un contrôle intéressant. On va contrôler les comptes 31 avec les comptes 601 et on va regarder un ratio en nombre de jours pour voir si ce ratio est cohérent ou pas. S'il est cohérent, c'est bon. Bah là, il n'y a pas de stock en l'occurrence, donc il n'y a pas trop de problème. Mais s'il y a des comptes 31, on va faire le calcul pour voir ce que ça donne. Une méthode de valorisation des dépréciations, etc. Enfin, un certain nombre de contrôles sur les stocks et les encours. Alors, un autre sujet significatif, ça va être bien entendu le cycle social. Alors, premier type de contrôle, je vais tout cocher là aussi. Premier type de contrôle, rapprocher les salaires comptabilisés avec la DSN. Alors, là, il y a des contrôles un peu plus détaillés où on peut ajouter ou sortir certaines rubriques et mettre un seuil de tolérance. Je vous montre déjà le contrôle de base.
Alors, l'idée du contrôle de base consiste à... Voilà, on va rapprocher les données qui viennent de la compta avec celles que l'on a dans la DSN. Et pour ça, j'ai une DSN sur le bureau. En fait, on fait simplement la procédure est la suivante. On la glisse sur un lecteur, par exemple TextEdit, qui est le lecteur. On copie, on colle ça ici. Alors, parfois, la DSN, c'est des gros fichiers, donc ça peut être un... Je refais. Voilà. Je l'ai collé, je relance mon calcul. Alors là, il va chercher les informations dont il a besoin dans la DSN. Là, en l'occurrence, je vais dire que ce compte-là, on est en janvier, donc je pense que c'est une extourne de congés payés. Donc, je mets non. Je relance mon calcul, et qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, dans la compta, j'ai un seul débiteur de ce montant-là, et dans la DSN, j'ai trouvé ce montant-là aussi, quand j'ai fait la somme de tout ce que j'ai trouvé dans la DSN. Donc, bonne nouvelle, c'est bon. Voilà un petit peu la logique où on va vérifier que les salaires qu'on a déclarés en DSN correspondent à ceux qu'on a comptabilisés pour ce mois-ci. Là, ça s'adapte à la durée de l'exercice. Donc, si vous avez un exercice de 12 mois, ça vous met 12 tableaux. Si vous avez un exercice plus court ou plus long, ça s'adapte. Donc là, il me dit que le premier est bon, mais que les autres sont pas encore bons parce que je n'ai pas importé le fichier, quoi. Là, j'aurais pu mettre que c'était OK, puisque je suis arrivé au bon résultat. Ensuite, dette sociale, recouper les soldes avec les déclarations du mois dernier. Là, on a aussi pas mal de contrôles. Ou qu'est-ce qu'on va regarder? On va les classer par période et on va avoir un solde cumulé avec l'objectif qui est en fin de mois, enfin en fin d'année, d'avoir un moment un solde à zéro. Là, il y a un solde un petit peu différent parce que il y a probablement eu des paiements différés par rapport au... Ah non, c'est sur les dettes sociales. Donc, excusez-moi, il y a un décalage entre la comptabilisation d'une dette sociale au 31/12 et un paiement qui est effectué plutôt en janvier dans ce cas-là. Mais on a un solde cumulé qui permet de s'assurer qu'à un moment au mois de décembre, on avait bien un solde cumulé de zéro, puisque on avait soldé le compte 431. Apprécier la cohérence du taux global de charge sociale par rapport à l'exercice précédent et demander des explications sur toute variation significative. Alors là, on peut renseigner en paramétrage un taux minimal et un taux maximal pour le contrôle. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder tous les comptes de charge et calculer un ratio 645 sur 641 et vérifier qu'il est dans les seuils. Après, charge à vous en paramétrage si pour une raison X ou Y, l'entreprise a plus ou moins de charges d'adapter ces taux-là. La même chose peut se passer pour les charges sociales de l'exploitant. Vérifier les avantages particuliers mentionnés à l'Assemblée générale, l'appurement des avances, là il n'y en a pas, de compte 425. Enfin, il y a tout un tas de contrôles sur le cycle social. Collecter les informations liées au congé payé. Ça, c'était un contrôle intéressant aussi, où on a aussi la possibilité, alors ce n'est pas le cas pour ce dossier-là, mais si vous gérez la paye avec Cogiloc Pay, on va ici représenter automatiquement le détail du calcul des provisions pour congés payés générés par le logiciel Cogiloc Pay, et le comparer à ce que vous avez comptabilisé. Si vous gérez la paye avec un autre logiciel qui vous donne un détail de provisions pour congés payés, vous pouvez coller ici les informations relatives à ces provisions et s'assurer que ça colle avec le montant que vous avez comptabilisé. Voilà. Pareil, des contrôles sur les charges à payer, sur les engagements en matière de pension, ces provisions de cotisation sociale du chef d'entreprise. Voilà pour la partie cycle social.
Enfin, le dernier gros morceau, c'est la partie État, où on va avoir des contrôles sur la TVA et sur l'IS. Alors, hop là. Qu'est-ce qu'on va proposer comme contrôle? Alors, effectuer ou contrôler le rapprochement du chiffre d'affaires déclaré avec la comptabilité. Alors là, on va comparer des informations entre ce que l'on a déclaré dans Cogiloc TVA. Alors là, pour que ça fonctionne, pareil, on va aller chercher l'information dans la déclaration stockée dans Cogiloc TVA. Donc, si vous faites la TVA en EFI, là, on n'a pas accès à cette information, mais si vous la faites avec Cogiloc TVA, on va aller chercher la base telle qu'elle est déclarée dans Cogiloc TVA et comparer cette base à celle qui est comptabilisée pour prévoir un seuil de tolérance et vérifier que tout est OK. Contrôler la TVA comptabilisée avec le chiffre d'affaires par taux de TVA. C'était un peu le contrôle qu'on avait eu avant. Ah oui, non, là, c'est les ventes. Ouais. Là, c'est les ventes, pardon. Et là, c'est la TVA comptabilisée. Donc, c'est les comptes 445, 700. On va vérifier que les bases sont bonnes et que la TVA collectée est bonne. La TVA collectée comptabilisée, la TVA calculée. Ah oui, alors ça, c'est intéressant aussi, ce contrôle-là. C'est on va recalculer la TVA comptabilisée et la comparer à la TVA effectivement comptabilisée. Donc ça peut être intéressant pour vous montrer tous les comptes sur lesquels il y a une, un calcul de TVA qui est comptabilisé qui ne correspond pas à celui qu'on aurait dû avoir. Je m'explique. Mettons sur cette écriture comptable, on a comptabilisé, et là on a mis le détail de toute l'écriture comptable. On a comptabilisé 200 € de TVA. Et c'est ce que ça nous dit ici, 200 € de coût de TVA comptabilisé sur cette écriture-là. Mais quand on la recalcule, la TVA, elle aurait dû donner 212. Donc on a un problème parce que 212, ce n'est pas égal à 200. On peut se poser la question, oui, mais dans Cogiloc Compta, normalement, ça ne peut pas arriver puisque le logiciel ne permet pas d'enregistrer une écriture de vente avec un calcul de TVA qui soit faux. En revanche, je pense que pour beaucoup de dossiers, vous importez les écritures de vente qui peuvent provenir d'un logiciel de gestion. Et dans ce cas-là, on ne bloque pas l'import. Et on peut avoir des cas de figure où le taux de TVA enregistré, comptabilisé n'est pas le bon et perdre beaucoup de temps pour aller rechercher quelle est l'écriture fautive. Grâce à ce tableau, on pointe uniquement les écritures sur lesquelles la TVA comptabilisée n'est pas égale à la TVA qu'on recalcule. On va passer à la TVA déductible, rapprochement avec les déclarations. On va comparer la TVA déclarée sur immobilisation, sur les biens et services et les autres taux avec celle qui est comptabilisée. On va regarder la même chose au niveau de la base et de la TVA. Rapprocher les soldes des comptes de bilan des dernières déclarations. OK, là, on va regarder à la fin de la période, sur le dernier exercice de la période, on va regarder ce qu'on a déclaré dans la dernière déclaration de TVA. On a dit qu'on devait décaisser 42 000 € de TVA. Et là, en comptabilité, on nous dit 113 000 €. Donc, visiblement, là, il y a un écart, il y a un problème à résoudre. Pardon. Et enfin, celui-ci, ouais, sur la TVA, sur les encaissements pour la partie TVA déductible, là, pour le coup, on n'a pas de contrôle particulier à proposer. Ensuite, donc c'est manuel de dire si c'est OK ou non OK. Ensuite, sur les autres déclarations, on va pouvoir comparer. Oui, là aussi, c'est plutôt pour la CVAE, la CET, enfin toutes les autres taxes où vous allez pouvoir faire ces contrôles-là. Et puis l'IS, on a mis un tableau intéressant. Voilà, un récapitulatif de calcul du résultat fiscal qui est à l'image du récapitulatif qui existe dans Cogiloc Compta,
où on reprend le résultat comptable, l'impôt sur les sociétés comptabilisées et les différentes composantes de de l'impôt pour recalculer l'impôt et le comparer à celui qu'on a comptabilisé, quoi. Voilà pour le cycle fiscal. Ensuite, il y a encore un cycle sur les capitaux propres. Alors, c'est quelques contrôles plus simples, soit des vérifications manuelles hein, de correspondance entre ce qu'on a mis dans le compte-rendu d'Assemblée générale et ce qu'on a dans les comptes. Et puis, sur les subventions d'investissement, les provisions réglementées, on a quelques ah oui, il faut déjà les afficher, autant pour moi. Euh, tac. Quelques tableaux en plus qui sont proposés, quoi. Touc et touc. S'assurer de la collecter les provisions, mouvements ou vérifier la correcte comptabilisation des subventions d'investissement. On a bien des contrôles pour cela sur les comptes de classe 140 et 150. Il est déjà 16h52, donc je vais faire ma petite conclusion et ensuite passer aux questions et réponses. La conclusion est la suivante. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette solution de révision, elle est intégrée à la suite logicielle Cogilog dans le sens où elle va pouvoir automatiser la collecte d'un grand nombre d'informations assez disparates, dispersées dans les différents logiciels de la suite Cogilog. Cette solution basée sur Excel parce que Excel est une solution très diffusée et bien connue de la profession et parce qu'elle offre aussi la possibilité, je n'en ai pas parlé, de personnaliser ensuite la trame avec l'ajout de tableaux ou de contrôles complémentaires qui peuvent se faire dans le cadre d'une présentation, d'une formation du module à prévoir. Elle permet aussi de maximiser les liens avec la GED dès lors que vous les utilisez dans Cogilog Compta pour essayer d'exploiter au maximum la piste d'audit lors des contrôles dans le logiciel. On prévoit aussi pour cette solution un support premium pour les clients utilisateurs, à savoir une formation initiale à la mise en place de la solution qui comporte une certaine complexité par nature et aussi la possibilité de vous accompagner à la personnalisation de la trame. Je ne l'ai pas montré, mais au moment de la génération du fichier de révision, on peut soit prendre la trame fournie par Cogilog, soit aller chercher une trame que vous auriez personnalisée qui serait spécifique à votre cabinet. Voilà, cette phrase n'est pas applicable, autant pour moi. Et puis, un tarif adapté au contexte de chaque client, vous le verrez, c'est un tarif soit à destination des entreprises qui veulent assurer elles-mêmes leur révision, soit pour les cabinets, on a un tarif variable en fonction du nombre, de la version pro et du nombre d'utilisateurs du cabinet, avec en phase de lancement un prix particulier pour 2024, parce que je pense que la majorité des clients ont déjà fait leur révision en 2024, et donc du coup, comme c'est aussi la phase de lancement, on le proposera un tarif réduit pour 2024. Je vous propose de m'arrêter là pour ma présentation et de passer aux questions. Alors, ouais. Nous n'avons pas. Alors, vous n'avez pas Cogilog TVA. Non, c'est pas bloquant. En fait, Cogilog TVA, il va ne servir que pour le cycle de TVA, pour assurer des comparatifs entre la déclaration de TVA que vous auriez fait avec Cogilog TVA et ce que vous avez comptabilisé. Si vous le faites avec un autre logiciel ou en EFI, dans ces cas-là, c'est juste que cette partie-là des contrôles, il faudra ressaisir à la main les montants que vous avez déclarés, quoi. Alors, est-ce que les commentaires que l'on met dans les feuillets se reportent sur la fiche de synthèse? Non, en fait, en tout cas pas pour le moment, mais tous les premiers usages vont être intéressants à ce niveau-là. Il y a aussi dans la fiche de synthèse un certain nombre de commentaires qu'il est possible de mettre au niveau global, au niveau de la synthèse. Une possibilité, c'est de reporter le commentaire tout en bas
dans la fiche de synthèse, ça c'est tout à fait possible. Le logiciel, il est disponible courant mars. Là, on a tout terminé, on est en phase de test avec plusieurs personnes en interne et avec des cabinets aussi pilotes. Donc, c'est en mars qu'on le met en place. Alors, les tarifs, ils ne sont pas encore finalisés, mais on va les mettre en ligne sur le site au même moment où qu'on sort le tarif, qu'on sort le logiciel. Je vous dis, le tarif, il va être variable en fonction du nombre de collaborateurs, enfin, du nombre de postes du logiciel, d'utilisateurs du logiciel Cogiloc Compta, avec une version site pour les cabinets qui ont beaucoup d'utilisateurs, comme pour le logiciel de compta. Et donc, pour ceux qui ont suivi la nouvelle politique tarifaire, c'est du coup un abonnement annuel. À l'utilisation du logiciel, comme pour tous les autres logiciels Cogilog désormais. Oui, les webinaires vont être disponibles sur YouTube, a priori dès ce soir. Et il y a une deuxième date qui est prévue. Pour ceux qui ne le savent pas, les webinaires, vous pouvez les trouver sur YouTube, ou vous pouvez aussi les trouver, je vous montre, sur le site de Cogilog. Si vous allez sur cogilog.com, si vous allez sur Assistance Support, vous descendez ici dans Webinaire et vous trouvez ici la liste des webinaires. Par exemple, on a fait la semaine dernière un webinaire entre le collecteur, entre Cogilog Pay et Cogilog RH. Il est disponible ici et ça lance le webinaire sur YouTube. Donc, on va faire pareil pour ce webinaire aujourd'hui. Ah, nous montrer un modèle de fiche de synthèse. Oui, bien sûr. Alors, tac. Alors, je vous remontre la liste, plutôt la liste ici avec tous les contrôles. Alors, les contrôles préliminaires qui sont ici, les contrôles de trésorerie. Il y a une petite fiche de synthèse aussi qu'on n'a pas mis dans cette version-là, mais qui permet les contrôles sur les fournisseurs, qui permet aussi encore à un niveau plus macro d'avoir les éléments clés du dossier en restitution et la synthèse des éléments clés de l'année dernière. Ça, c'est intéressant parce que il peut y avoir plusieurs méthodes pour réaliser sa révision, soit repartir de la trame vierge, soit repartir de la trame de l'année dernière. Intéressant de repartir de la trame de l'année dernière, c'est par exemple la sélection des clients et des fournisseurs, elle est déjà pré-remplie d'une certaine manière. Et dans ces cas-là, on a le petit onglet de synthèse où on peut voir directement les commentaires qu'on avait notés l'année dernière ou les points d'attention qu'on avait notés l'année dernière au moment de démarrer la révision. Et ça, pour cela, il suffit simplement, au moment de créer la révision, au lieu de partir d'une trame vierge, de repartir d'un dossier existant. Et oui, je continue. Donc là, c'était les immobilisations, la section sur les clients, la section sur les stocks, la section sociale, la section état, la section capitaux propres et la section autres comptes. Du coup, voilà pour cette partie-là. Oui, le résultat fiscal, Elias, il est à la fin. Il se base sur le même type de formulaire que celui qu'il y a dans Cogiloc Compta. Il est ici. Donc, on part du résultat comptable avec l'IS, les réintégrations diverses. Les cases jaunes, c'est des cases qui sont saisissables. Pardon. Des déductions diverses, des plus-values éventuelles ou des crédits d'impôt pour arriver à un résultat.
Et le but du contrôle, c'est de comparer le calcul de l'IS qui est fait ici avec l'IS comptabilisé qui est renseigné ici. Donc c'est pour ça qu'il est OK dans ce cas-là. Écoutez, il est 17h01, donc on a tenu l'ambition de faire tout ça en 1 heure. Je vous remercie à tous pour votre intérêt. N'hésitez pas à nous contacter en direct si vous souhaitez en savoir plus, voire même pourquoi pas avoir une version d'essai, une démo un peu plus approfondie. Et il y aura un mailing qui va suivre en courant du mois de mars pour annoncer vraiment la sortie officielle. Et deuxième date de présentation, si vous le souhaitez, dans une quinzaine non, la semaine prochaine. C'est dans 15 jours. Hein. Dans 15 jours, la deuxième version de la démo. Donc, n'hésitez pas hein, d'ici là, si vous avez des questions, à nous envoyer un petit mail avec vos questions, un petit message. On essaiera de le préparer au mieux pour la session du 15 mars 15 mars, semaine prochaine, vendredi prochain, à 9h. Merci à tous. Au revoir.